Écoutez, tout le monde ne connaît pas Marie, donc d'une certaine façon, c'est grâce à elle que le petit Ganesha bébé dont j'ai mis à l'est cette village, puisque Zaza l'a ramené de Kailash quand elle est allée avec Marie. Elle a travaillé avec Kabita, qui est venu parler ici il y a quelques années. Donc, ceux que ça intéresse, vous avez même probablement devenu ça très bien. La conférence de Kabita dans les archives du Jardin. Sur l'auto-louange. Alors, l'auto-louange est une pratique africaine. Ça, je vais laisser parler Marie là-dessus. Moi, je veux juste donner place à ça dans le registre spirituel. C'est-à-dire qu'on a été élevé en pensant qu'on était comme ci, comme ça. Et il y a toutes sortes de nous, de choses de nous qu'on n'aime pas. Hein. Si vous lisez les canalisations angéliques, par exemple celle de Marie-Lise La Bonté, qui sont des directives spirituelles très simples et sans aucune faute. Je ne trouve aucune faute là-dedans, hein. Que ce soit les anges ou quelqu'un d'autre, c'est la qualité du texte qui m'a approché. Et ils disent arrêtez de vous juger et arrêtez de juger les autres. Chaque fois que vous vous jugez, vous rajoutez de l'ombre. Hein, et chaque fois que vous jugez les autres, c'est pareil. Et apprenez à vous aimer. Hein, apprenez à vous aimer parce que si vous ne vous aimez pas vous-même, comment voulez-vous que quelqu'un vous aime? J'adore ce genre de choses comme ça. C'est la qualité de cette parole angélique. Hein. Et comment dire? En effet, on a pris des habitudes de ne pas s'aimer, on n'aime pas sa gueule parce qu'on nous a dit ici mille choses. Hein. Alors que la première chose, c'est une des pratiques spirituelles sur lesquelles on fait ça en chamanisme, hein, d'apprendre à s'aimer. On vous donne un exercice, on va travailler sur tous les endroits où on a eu mal. Hein, on a eu mal aux jambes comme moi, on a maudit ses jambes. Ben nous, on va faire le contraire, on va leur donner de l'amour parce qu'elles nous portent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. C'est dans ce contexte que je situe l'auto-louange. Et comme on est dans une société où on nous a beaucoup culpabilisé sur notre sexualité, entre autres, elle est bienvenue. Voilà. Alors, comme Didier m'a demandé non seulement de parler de l'auto-louange, mais il m'a donné ce titre qui est l'enseignement des mathématiques boosté par l'auto-louange. Je me suis dit que la meilleure façon, c'était de démarrer fort. Alors, voilà un peu une ode au titre. Quel oiseau, quel génie, quelle pratique, quel alchimiste détient-il l'alambic où les difficultés en mathématiques fondent comme le plomb et brillent comme l'or? De quelle façon les affres du moins, les gouffres de l'inconnu, les détours de l'intégrale, les précipices de l'analyse et les balises trigonométriques s'édulcorent-ils en une douceur acidulée, onctueuse, légère et appétissante? Vous m'en direz tant, monsieur Dumas, quand vos murs ce soir au jardin d'idées, j'apprendrai l'élixir de jouvence. Je découvrirai peut-être grâce à vous le souffle séducteur qui déjoue les dédales et donne l'altitude d'où les labyrinthes deviennent des jeux d'enfants. Nous courons le risque d'Icare, voler si haut que nous nous brûlions les ailes. Mais booster est votre mot, alors montons, suivons votre intuition, boostons la prof, boostons les maths, boostons les élèves et les auditeurs pour la grande aventure funambule et sans filet de devises arithmétiques, de noms de forces géométriques, de louanges mathématiques et du thérapie du sec et de l'ardu par les délices de la louange. Voilà, ça c'est un clin d'œil. Question que vous sentiez un tout petit peu de quelle fibre nous allons nous mouiller ce soir. Mais la demande de Didier Dumas, quand il m'a dit l'enseignement des mathématiques boosté par l'auto-louange, est peut-être d'abord que je vous raconte un tout petit peu ce que c'est que d'être professeur dans une école. Alors en Belgique, on a le vocable discrimination positive. Ça va si je m'assieds ou c'est plus difficile?
voilà, j'aurais de temps en temps besoin de recourir à mes notes puisque j'aurais besoin de citer les textes des élèves et j'aime tellement les citer comme eux ont écrit et pas comme ma mémoire a filtré. Donc, une école, c'est un vocabulaire horrible. Je ne sais pas si vous arrivez à discriminer positivement. Je peux vous dire que la ministre qui l'a voulu n'arrive pas à discriminer positivement. Ça reste des écoles, enfin, c'est ce que vous avez dans les écoles de CEP. Et donc, ce sont des élèves qui sont souvent très blessés par une vie très dense, plus dense que la normale. Et donc, des jeunes qui ont des comportements que, dans une éducation normale et normative, on appellerait des comportements ascolaires. La plupart du temps, ils viennent sans leurs notes, ils ne sont pas disposés à l'apprentissage. Une amie qui est venue m'observer dans ma classe me dit « C'est drôle, quand tu rentres en classe, tes élèves ne se rendent pas compte que tu es là. » Ça veut dire tout simplement qu'ils ont tellement d'autres choses à faire, parler entre eux, faire le point sur toutes les choses qui leur sont utiles. Et dans ce cadre-là, il m'était demandé d'être leur professeur de mathématiques. Alors vous sentez déjà que ça me fait le grand écart, puisque beaucoup d'entre eux ont été pénalisés à cause des mathématiques. J'avais un élève qui a été mis à la porte de 17 écoles à cause des maths. Donc je n'étais pas le fleuron de son désir, je peux vous assurer que ce n'était pas vraiment vers moi qu'il avait envie de se tourner. Et donc, comment faire en sorte de mettre en place une pédagogie, une rencontre possible entre ces jeunes-là et les mathématiques. Je ne vais pas vous décrire les mathématiques, vous en avez tous une expérience plus ou moins ardue, mais vous savez qu'il s'agit d'un corpus qui a un certain nombre d'exigences, et le mieux qu'on puisse en dire, c'est que c'est une pratique, au sens spirituel, puisqu'on parlait de spiritualité tantôt, au sens de do, ce que les Japonais mettent en disant le do, c'est l'aïkido, le judo, c'est-à-dire quelque chose qui nous passe par le corps et qui nous modifie au fur et à mesure du fait d'en être proche. Alors évidemment, essayer de vivre les mathématiques comme une discipline avec des étudiants qui disent « Attendez, on a déjà donné tout, mais pas ça », ça nécessitait un peu un art d'Hermès, c'est-à-dire un art de la ruse, un art d'essayer de créer un contexte dans lequel les choses étaient possibles. Alors évidemment, il n'y a pas une façon d'y arriver, je vais vous raconter un peu la façon dont moi j'ai pu mettre des choses en place et puis on ira à la rencontre de cette connivence. Je crois que l'ingrédient le plus important pour moi, ça a toujours été de valoriser les erreurs. L'erreur en mathématiques est quelque chose d'absolument extraordinaire. Je pourrais vous en parler toute la soirée et toute la nuit. Parce qu'en fait, Stella Baruch dit, je vous en prie, Stella Baruch dit que l'erreur est la signature de l'individu. Et c'est sûr que dans une erreur en mathématiques, on peut lire beaucoup plus que la défaillance, beaucoup plus que la façon dont le juste est floué. On peut aussi lire la façon dont l'individu s'engage dans son apprentissage. Alors bien sûr, il y a une lecture simple qui est « il n'a pas compris ». Mais il y a tellement plus. Ça va ? Il y a aussi comment il a compris, comment il achemine son chemin d'apprentissage, et il y a même qu'est-ce qui fait partie de l'inconscient de l'élève. C'est cette façon qu'il a de venir dire « je » dans sa production. Puisque je suis dans un milieu plus thérapeute, j'oserais m'aventurer aussi loin rapidement. D'habitude, j'y viens très très doucement parce que vous imaginez les profs de maths, si on leur dit qu'il y a du jeu de l'élève dans les maths, habituellement je me réserve parce que ça fait peur. Mais je vais oser en étant parmi vous. J'ai par exemple une élève qui se trompait systématiquement. La seule et unique faute qu'elle faisait dans un exercice était à la première ligne. Alors c'est magnifique, quand vous vous trompez à la première ligne, vous êtes garanti, ça c'est tout chose, que le résultat ne sera pas celui du prof. Et comme la plupart des profs de maths corrigent sur la réponse, garantit que vous avez déjà moins que la moitié, si dans sa grande bonté, le professeur veut bien voir que vous avez mis du bleu, et donc il y a peut-être un raisonnement qui s'est acheminé vers cette erreur. D'accord ? Et donc voilà une étudiante qui ne faisait jamais plus que 48%. Ce qui était intéressant, c'est que l'erreur qu'elle avait faite en première ligne, vous savez que dans certaines résolutions, on peut intervertir, on peut d'abord factoriser et puis simplifier, ou d'abord simplifier, puis, enfin, il y a différentes techniques qu'on peut permuter. Et donc, si c'était à la première ligne, c'était faux, mais ce n'était pas toutes les factorisations qui étaient fausses, ou toutes les simplifications qui étaient fausses. Donc je me suis dit, mais c'est fou, elle connaît techniquement
Mais la première ligne, ça, c'est quelque chose qui est séduisant pour elle et qui vient provoquer chez elle quelque chose de l'ordre de l'embûche. Voilà où s'arrête ma contribution. Je suis incapable de faire le pas suivant. Mais je l'ai adressé à quelqu'un qui travaille le transgénérationnel et qui, par une série de questions, a révélé une histoire que je vous confie qui est absolument magnifique, dont elle-même n'était pas consciente et sa maman n'était pas consciente. Le grand-père était un très riche propriétaire terrien, mais riche de chez riche, voulant dire très endetté, mais ayant eu le premier l'audace d'acheter les terres de ses voisins pour faire le pari de la mécanisation. Donc quand les tracteurs sont arrivés, il a acheté le tracteur, et donc il a acheté les terres du voisin, les terres du voisin, les terres du voisin, etc. Et donc évidemment, c'est une personnalité qui ne s'est pas fait que des amis, puisqu'on dit de lui qu'il est riche de quoi posséder un village, qu'il a mis tout le monde à la porte, etc. En plus de ça, quand vous vivez comme le riche, mais dont vous savez que toute votre vie sert uniquement à rembourser les dettes à la banque, vous commencez par avoir une certaine amertume de turbiner comme un fou, alors qu'en fait, ça ne vous donne même pas une qualité de vie comme ceux qui s'imaginent que vous devriez avoir. Et puis il se dit, mais c'est vraiment trop dur. Avec le niveau de vie auquel je voudrais prétendre, nous devrions quand même avoir droit d'avoir de temps en temps de l'aide, ne fût-ce qu'une aide familiale. Et il entend parler du Congo, à l'époque une colonie belge, et il se dit, mais si seulement je pouvais avoir une exploitation au Congo, ça me permettrait d'avoir, et alors décliner, quoi, allez-y, tous vos fantasmes sont possibles. La nounou, le jardinier, le chauffeur, allez-y, tout fait partie de l'imaginaire colon. Et il se dit, mais ce serait tellement plus intéressant de partir et d'avoir une exploitation. Et donc, il se renseigne et il apprend que s'il passe un examen, il aura un statut de coopérant et qu'il peut alors partir en Afrique en ayant une certaine garantie si jamais retour il y a. Il passe son examen brillamment, il part en Afrique, il commence une exploitation brillante. Un homme de métier, intelligent, un meneur d'hommes qui connaît son métier, qui connaît l'agriculture. Ça ne met pas longtemps, ça fait des flammes, c'est magnifique. Une très très belle exploitation. Je ne sais pas si vous savez ce qui s'est passé en 61. Ben, les Belges, ils ont tout laissé sur place. Alors vous avez un SDF, il a eu de belles années, mais il rentre, il n'a plus rien. Et sur le territoire belge, il n'a pas d'amis. Donc la famille a vraiment vécu le traumatisme des sans domicile fixe, de voir tout recommencer à partir de rien, d'être complètement démunis. Et ce qui s'est imprimé dans l'imaginaire familial, c'est à cause d'un examen, tu peux rater ta vie. Et donc Laurence venait rendre à sa famille le fait qu'il vaut mieux rater un examen que de rendre sa vie, que de rater sa vie. Et donc pour elle, c'était salutaire de rater l'examen de maths, parce que grâce au fait qu'elle ratait l'examen de maths, sa famille allait prendre conscience des risques encourus. On est tous au risque de rater sa vie si on réussit un examen, dans l'imaginaire familial de Laurent. Ce qui est remarquable, c'est qu'à partir du moment où ça a été décrypté, elle est passée de 48% à 98% sans autre travail en mathématiques, puisqu'elle connaissait les mathématiques. Alors vous voyez là un peu le champ de ce qui peut se dire dans l'erreur en mathématiques. Bien sûr, il y a « j'ai pas compris ». Bien sûr, il y a « je prends une règle pour une autre ». J'ai par exemple un fils qui m'a fait un joyau extraordinaire. Vous lui demandez 2172 moins 158, il vous... attendez, 272 moins 158, 2 moins 1, 7 moins 5, oui, et puis qu'est-ce que j'ai dit 8 moins 2, c'est-à-dire qu'il renverse de façon à ce que chiffre par chiffre, il prend le petit moins le grand, vous voyez, c'est magnifique, il fait le petit moins le grand, il fait le grand moins le petit, ça va, mais il va chercher ça chiffre par chiffre plutôt que nombre par nombre. Et donc, vous allez reconnaître les ados que nous avons en classe pour le moment, il a une bonne règle, puisque c'est celle que dit le prof, c'est le grand moins le petit. D'accord ? Le prof a beau s'égosiller, il n'arrête pas de dire le grand moins le petit. Mon fils fait le grand moins le petit. Puis les profs sont emmerdants, vous imaginez, il n'arrête pas de répéter, mais on a compris quoi. Le grand moins le petit, c'est bon, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Et donc l'enfant qui est convaincu qu'il a raison, il trouve que quand même les profs, c'est tout chose pour la crise de foin, franchement, donc il attend que ça passe, et le prof répète au groupe, puisque son métier c'est de travailler dans un groupe,
et ne va jamais chez l'enfant pour lui dire « tu as parfaitement compris », sauf que quand même, il y a une fin à la phrase. Oui. Voilà. Et donc, toutes ces erreurs de communication, tous ces moyens que les enfants ont de comprendre une chose qui n'est pas nécessairement la chose canonique, tout ça vient se révéler dans l'erreur. Et à partir du moment où je deviens comme un ornithologue, quoi, je regarde les erreurs comme des œufs précieux en essayant de savoir ce qui est caché dans l'œuf, il y a une dynamique qui devient une dynamique de troc, où normalement, je rends mes élèves capables de faire des mathématiques, mais eux me rendent capable d'essayer de comprendre comment chacun construit son chemin d'apprentissage. Et là, on est dans quelque chose de tout autre, qui est peut-être plus de l'ordre de la transmission que de la pédagogie. C'est-à-dire, nous co-devenons, nous devenons des humains l'un par l'autre, et l'un et l'autre, on est en dette l'un par rapport à l'autre. Alors évidemment, ça nécessite un certain folklore. Je vous ai dit que quand je rentre en classe, mes élèves ne savent pas que j'y suis. Ça veut dire qu'il y a du bruit, forcément. Ça veut dire aussi que pour eux, c'est toute leur dynamique qui est bien plus intéressante que ce que moi je leur apporte. Et donc, il se fait que ce n'est pas du tout ma culture. Les classes contemporaines sont de l'ordre de la polyphonie. Vous mettez un groupe ensemble, ça va dans tous les sens. Et puis il se passe quelque chose qui tire d'un côté, qui tire d'un autre. Et la question qui est posée à l'enseignant, c'est comment peux-tu te mettre dedans plutôt que te mettre face. À partir du moment où on joue dedans, on va très très loin dans une polyphonie. Mais il faut arriver à voir comment jouer avec. Et donc, c'est pas ma culture, je vous répète moi. Donc, ce que j'ai vraiment fait attention, c'est de mettre les mathématiques en interaction entre eux et moi. Et donc, je vais mettre un exercice au tableau, et puis j'écoute un peu ce qui se passe. Et au début de l'année, c'est une sorte de cacophonie résiduelle, c'est-à-dire j'ai un élève qui me donne un élément tout petit, mais ça n'est rien, ça peut commencer la résolution, et puis un autre va donner quelque chose, et comme ça, en profitant de la dynamique de la classe, il y a quelque chose comme une résolution mathématique qui se met en place. Mais non seulement il y a la résolution qui se met en place, mais il y a aussi tout ce que les élèves croient qui peut intervenir dans une résolution. Et donc, toutes leurs erreurs apparaissent. Et c'est là que le cours prend sa véritable saveur. C'est « Ah, mais c'est génial ce que tu me racontes, va un peu le mettre au tableau. » Et on discute. Pourquoi est-ce que 4 fois 0, c'est 4 ? Ou c'est peut-être 0, ou c'est peut-être 1. D'accord ? Voilà, ils ont des idées comme ça. Si vous vous mettez à diviser par 0, alors là, ça c'est fascinant. Ça, je vous le donne en mille, vous pouvez en avoir des dizaines. 4 divisé par 0, ça fait 4, ça fait 1, ça fait l'infini, ça fait moins 1. Allez-y, l'imagination est bonne. Mais le fait de dire à chaque élève, waouh, ça c'est intéressant, montre un peu comment tu y arrives, qui est d'accord avec lui, qu'est-ce que vous pensez, ah, pourquoi tu n'es pas d'accord, et créer ce qu'on appelle un conflit cognitif, permet aux élèves de se sentir valorisés, de comprendre pourquoi il faut revoir une de leurs propositions et de construire un savoir ensemble. Et donc, évidemment, l'idée, la grande collaboration. C'est-à-dire que dès qu'un élève a une intuition ou a quelque chose qu'il sait, c'est à lui de l'expliquer. Donc, j'ai pris comme règle, personnellement, que je n'explique jamais ce qu'un élève connaît dans la classe. Or, ça peut donner des situations étonnantes. Par exemple, j'ai une élève qui était handicapée mentale, et une partie de son handicap était que dès qu'elle réfléchissait, elle devenait rouge pivoine et malheureusement sa transpiration était fort acide. Et donc être proche d'elle quand elle réfléchissait n'était pas toujours très agréable. Donc vous imaginez bien que voilà le sentiment, très bien. Maintenant, ses parents avaient décidé que puisqu'elle en avait les capacités malgré qu'elle soit très lente, ses parents avaient demandé qu'elle fasse ses années d'études 2 fois. Et donc la première année, elle faisait les maths parce que quand même les maths c'est dur, et la deuxième année, elle les refaisait pour avoir des points. Et donc la deuxième année, elle était plus avancée que tous les autres, et comme je n'explique pas ce que quelqu'un dans la classe connaît, tout le monde devait passer chez Véronique pour que Véronique explique ce dont il s'agissait. Ça a complètement changé la dynamique de classe. Ça a complètement changé le regard sur le handicap, ça a changé son regard sur les mathématiques. Enfin, il s'agissait de toute autre chose. J'ai un autre exemple. Elzo était hyperkinétique. Alors, un hyperkinétique en classe, c'est le bonheur. C'est un pétard sous les fesses, à qui il se lève. Et quand il se lève, il gueule. Et comme tout le monde est content d'avoir un trouble fait, tout le monde gueule avec. D'accord ? Et donc, c'est action, quoi. C'est pas mal. Et
je vais vous raconter un peu le trajet d'Elzo, puisque je les laissais travailler ensemble, et donc, évidemment, que le meilleur moment pour travailler ensemble, c'est l'interro. Puisque l'interro est un rapport dans lequel on se sent fragile, et donc spontanément, demander à des jeunes de faire une interro, surtout en mathématiques, si le voisin avait une bonne idée, ça m'aiderait quand même. D'accord ? Et donc, moi, j'adore les interros. Enfin, il y a du silence. Enfin, ça travaille. Et donc, moi, je travaille. D'accord ? Et je suis à ma table et je travaille. J'ai un peu des yeux dans le crâne et je vois ce qui se passe, mais je ne dis rien. Et donc, je vois les papiers qui passent, je vois les demandes d'informations, et puis je vois les élèves qui se lèvent, et puis ça se termine dans mon dos, ils sont en train de s'expliquer des bontés divines. Vous imaginez des élèves de discrimination positive qui passent une heure à faire des maths. Non, mais attendez, c'est émouvant, quoi. Qu'est-ce qui les a pris ? D'accord ? Donc, pour moi, c'est extraordinaire, de grâce qu'ils trichent. Parce que ça met les mathématiques en risque entre eux, ça devient un langage qui est suffisamment mobilisateur que pour que ça les intéresse dans le collectif. Isabelle Senger dit d'ailleurs de moi que mon pari, c'est pas tous capables, mais tous capables si tous ensemble. Et donc, ayant trouvé cette dynamique, puisque je l'autorise à l'interro, ils sont de plus en plus solidaires et ils apprennent la solidarité dans le cours de maths. Or évidemment, je n'ai pas du tout envie que les mathématiques servent juste de tremplin pour apprendre à tricher ou apprendre à ne pas apprendre. Et donc l'examen de fin d'année, ça c'est vache de chez vache. C'est un examen devant un jury extérieur, oral, avec des questions individuelles. C'est le grand folklore. Je veux différencier les deux temps pour une raison simple. Vous allez voir que dans les écoles, beaucoup d'enfants en difficulté en mathématiques sont en train de perdre leur souffle à essayer de courir derrière un prof qui est toujours devant. Et donc l'enfant fait sa première interro sans s'être rendu compte de l'épaisseur d'une matière. Et donc il vient par mimétisme. Il a compris certains trucs, il a retenu par cœur, et il vient prêt à reproduire ce qu'il croit avoir compris du prof. Malheureusement, ça ne va pas, ça ne suffit pas. Il faut vraiment avoir, et c'est ça la discipline, un jour, il faut avoir fait sien, il faut avoir mangé, marché la parole. Et donc la deuxième interro est un peu moins mauvaise, parce qu'il commence à avoir ses repères. Et souvent, il en faut 3 ou même 4 avant que l'enfant puisse dire « Waouh, ça y est, je l'ai ». Mais le prof trouve qu'avec 1 sur une matière, ça suffit, 2, on perd son temps, 3, basta, c'est bon. Et donc, vous avez des enfants qui n'ont jamais que la cote d'échec, alors qu'en fait, après, ils sont en train de se remettre en ordre et ils comprennent. Et donc, l'idée, pour ne pas pénaliser un public en difficulté, c'était de leur dire, il n'y a pas de souci. Chaque fois que vous avez une difficulté, vous reprenez et on constitue un groupe qui collectivement est en apprentissage en laboratoire, mais c'est à la fin qu'on va sanctionner. Et donc, vous avez 1 an pour vous y mettre. Mais à la fin, c'est une vraie sanction. Je n'occupe plus le même rôle. J'ai un jury extérieur qui vient pour sanctionner. Et donc, je me rappelle de l'examen d'Elzo. Vous voyez l'hyperkinétique du début, un pétard sous les fesses, à la fin, 5 heures sur la même chaise. 5 heures. Alors expliquez-moi, parce que je ne suis pas médecin, la Ritaline n'existait pas à l'époque, et donc c'est vraiment 5 heures. Et ces 5 heures, c'est uniquement parce que quelque chose s'était passé pour lui, où le grand caïd du tag, qui est Bombert quand il va taguer les métros de Bruxelles, était devenu un caïd des maths. C'est-à-dire qu'il avait compris quelque chose et ça lui donnait la même brillance par rapport aux copains. Et donc pour lui, c'était vraiment important de pouvoir rester quelqu'un de bien face à son collectif. Et donc pendant l'examen, les copains venaient avec leur feuille d'examen pour demander un conseil à Bombert. C'est très mignon, sauf que les questions sont individuelles. Ce qui veut dire qu'il était obligé de pousser sa feuille sur le côté, de prendre la feuille du copain, de réfléchir avec les chiffres du copain, d'aller trouver l'erreur pour le copain, de renvoyer à sa place avec un conseil, de revenir à sa feuille sur ce temps-là, il y en avait un autre. Ok, il gère son énergie. Moi, je suis juste là, je suis un prestataire, vous savez, c'est très administratif. Je m'occupe de l'élève qui est devant moi. Donc, moi, je n'ai pas vu Bombert à 5 heures. Ça, je trouve extraordinaire. Quand il y a un véritable enjeu d'humanité qui se joue notamment par l'apprentissage des mathématiques. Et je crois que quand vous avez choisi le titre « L'enseignement des mathématiques boosté par l'autonomie », c'est d'aller à la rencontre de ça. Qu'est-ce qui s'est passé
dans l'individu, dans l'humanité de l'être, pour que l'enseignement des mathématiques devienne quelque chose d'essentiel. Et là, je vais... donc, je voudrais encore dire 2-3 mots à propos des mathématiques avant de passer vers l'autonomie. Je voudrais peut-être vous donner un témoignage qui est celui de Marilyn. Alors, Marilyn est une de mes étudiantes. Voilà. Excusez-moi, mais le texte est pour moi tellement émouvant que je n'ai pas envie de vous le résumer, j'ai envie de vous le donner comme elle l'a écrit. Marilyn était étudiante et en dernière année, elle a rencontré l'homme de sa vie, le prince des mille et une nuits. Et donc, ils ont fait ce que font les jeunes et Marilyn était enceinte. Seulement le prince de ces nuits était africain, il est venu en Belgique avec une promesse de régularisation pour rejoindre un club de football qu'il n'a jamais régularisé. Les parents très racistes ne supportaient absolument pas que la fille soit enceinte d'un enfant métis, et donc elle a retrouvé poliment sa valise devant la porte et une autre serrure voulant lui dire ici tu ne rentres plus. Et donc 19 ans, enceinte, un compagnon qui n'a pas de papier et plus de maison, plus rien. Et donc Marilyn avait, comme elle dit, quelques mois pour devenir adulte. Alors quand en dernière année, non seulement l'examen est devant un jury, mais je veux leur faire comprendre que cette étiquette qu'ils se mettent, vous savez, dans une école dite de discrimination positive, chez vous de terrain sensible, c'est très facile d'avoir un badge. Incapable, nul en maths. Et à la limite, vous allez faire tourner tout le système autour de votre nul en maths pour le rester. C'est la norme. Et donc, ce que je voulais, c'était de leur arracher, mais une fois pour toutes, qu'ils se rendent compte qu'ils étaient arrivés à le faire, et que s'ils arrivaient à faire ça, ils pourraient faire bien d'autres choses dans la vie. Alors, le dernier examen, l'examen de fin de 6e, était non seulement devant jury, mais je prenais aussi plaisir d'aller chercher des vraies questions d'examen. Donc, j'allais les chercher dans l'école européenne, le baccalauréat international, la première candichimie, enfin, des vraies questions. Je ne vous dis absolument pas que mes élèves seraient passés le baccalauréat international pour une question de vitesse. Ils ne sont pas capables en 4 heures de résoudre 10 questions. Mais ils sont capables de prendre leur temps pour résoudre chacune de ces questions. Il y a encore une nuance à apporter. Et donc, quand ils avaient passé l'examen devant jury, ils allaient retourner le tableau et ils allaient lire derrière le tableau « Bravo, tu as réussi ton examen, mais tes questions viennent de… » Et je leur donnais la provenance de l'examen. Alors, écoutez ce que Marilyn en a pensé. C'est dégueulasse. Et elle dit c'est dégueulasse parce que ce n'était pas le contrat, mais elle venait de le réussir. Et donc, venant de le réussir, il y a un moment où ça fait effraction, où vous dites « Eh oh, c'est pas possible, je ne peux pas faire ça ». Et puis vous avez le jury qui dit « Mais bravo, vous l'avez fait ». Donc ça demande une réorganisation assez rapide. Et elle dit et après, c'est la fierté. Je suis arrivée à faire ça, moi. Le cours de maths nous a appris à aller au-delà des difficultés, à vivre avec des contradictions, à nous sentir perdus sans couler, à avoir confiance en soi. Le choc du cours, c'est que le monde est comme ça. Les maths nous donnent accès à la réalité. Quand tu as un problème dans la vie, une période où tu as l'impression que tout se lit contre toi, il faut te dire que c'est une étape à passer. Vous entendez sur quel fond elle parle, hein? Courage. En maths, j'ai appris que pour avancer, il faut aller d'étape en étape. On n'avance pas d'un bond. On n'arrive pas à la réponse finale en une fois. Je crois que ceux qui n'arrivent pas en maths, ce sont ceux qui se sentent tout de suite coulés, qui n'arrivent pas à comprendre que si tu as passé une étape, c'est bien. Or, il faut, pour progresser, arriver à décortiquer. Et pour cela, il faut apprendre à poser la question précise de ce qu'on ne comprend pas. Il ne faut pas se décourager et demander à son voisin. C'est en maths que j'ai appris la solidarité. C'est dans le cours de maths qu'on se retrouve le plus adulte.
En 6e, j'étais enceinte. Je devais donc en 9 mois devenir adulte. Pendant ma dernière année à l'école, je devais me demander où est le concret. Cette façon d'apprendre en maths et être face à des choses qui me semblent insurmontables m'a aidée dans mon passage à l'âge adulte. Je n'avais pas le choix. Je devais devenir adulte tout de suite. J'avais besoin que tout aille très vite. Et ce que les maths m'ont fait vivre pour prendre conscience, ça a été très vite. Tu te rends compte? En retournant ce tableau le jour de l'examen, j'ai compris qu'en 3 ans, j'y étais arrivée et que si je suis arrivée à cela, alors la vie, j'y arriverai. Je suis pas nulle, j'ai 19 ans, j'ai un bébé, je suis pas une imbécile. Voilà ce que j'ai lu sur ce tableau. C'est pas une question d'âge, l'intelligence. Excusez-moi, mais vous sentez que la mise en tête va dans les deux sens. C'est sûr que ces élèves m'ont fait devenir ce que je suis. Et donc la capacité qu'a eu Marilyn d'exprimer, de mettre des mots sur son vécu m'a beaucoup touchée. Et donc voilà, comment arriver à cette réciprocité de devenir. Il est clair que quand on commence avec le label « faut pas essayer, t'es nul », arriver à pouvoir dire « eh ben non, je vais y arriver ». Je me rappelle de Despina au même examen. Despina a sauté au-dessus d'un banc et a dit « alors je peux le faire ». Et son « je peux le faire », c'était d'aller étudier le théâtre à Londres. Ça, c'était son grand rêve. Ou Mohamed qui a vraiment bondi. Et Mohamed est devenu ingénieur architecte. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, vous êtes dans une école, 4 heures de maths par semaine, et puis il fait des études d'ingénieur architecte. Donc, c'est ça, c'est aller reconnecter le potentiel de vie de quelqu'un à partir duquel il y a quelque chose qui relève la tête, quoi, qui est absolument merveilleux. Alors, un des ingrédients, qui est pour moi un ingrédient absolument magique, c'est l'ingrédient de l'auto-louange. Donc, quand je constate que j'ai des élèves qui sont vraiment fort abîmés, ce que je leur propose, c'est qu'on prenne le temps de se présenter les uns aux autres. Mais je ne suis pas tellement intéressée par les petits récits de vie avec, vous savez, si je vous déclinais mon récit avec tous mes échecs là, bien patentés les uns derrière les autres et tous ces traumatismes que je tire dans ma valise, mon Dieu, ça pourrait faire pleurer Margot. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment ça la meilleure façon de faire un portrait? Donc je leur dis que c'est pas ça, je ne veux pas savoir tous les échecs qu'ils ont accumulés. Ce que je voudrais, dans la toute première rencontre, c'est simplement qu'ils me disent leur prénom, et puis combien d'enfants il y a dans leur famille, par exemple. Question de savoir, Orsoun, c'est un prénom qui vient d'où? Et combien d'enfants il y a chez toi? Est-ce que tu es de la première génération réfugiée, ou bien est-ce que tes parents sont arrivés en Belgique? Enfin, vraiment leur faire raconter un tout petit peu pour avoir une épaisseur de vie. Et puis au cours suivant, je leur propose d'écrire une auto-louange. Alors l'auto-louange, c'est cette merveille qui nous vient de la tradition africaine. Et dans la tradition africaine, ça s'appelle normalement le kasala. Jean Kabouta, qui est un linguiste que vous avez invité, qui a fait sa thèse de doctorat sur l'auto-louange, dit que si c'était à refaire, il n'appellerait plus l'auto-louange, il ne traduirait plus le nom. Il garderait le nom Kasala, de façon à ce qu'on se rende compte de toute l'épaisseur de vie que cette pratique a dans sa tradition d'origine. Et donc, tant pis, il a dit l'auto-louange, on va continuer, mais ça peut dire l'auto-louange, l'auto-panégyrique, l'auto-éloge, les noms de force, les noms de devise, tout ça serait des traductions pour le Kasala. Et donc le Kasala, l'idée, elle est toute simple. C'est d'écrire un portrait sur soi, dans lequel tout doit être juste, mais obligatoirement amplifié. L'ingrédient majeur, c'est l'amplification. Tout doit être juste, c'est simplement si vous êtes un petit peu courageux, mais un petit peu comme ça. D'accord ? Pas grand-chose. Juste ne pas quitter la pièce quand il y a une araignée. Ça va ? Eh bien, ce petit peu de courage peut faire de vous un tigre des montagnes. Ça marche. D'accord ? Mais si tout le monde sait qu'à la première ombre d'araignée, vous détalez, vous êtes parti en hurlant, n'essayez pas d'être un tigre des montagnes, on va vraiment se demander ce qui vous arrive. Et donc, s'il y a un mensonge dans un texte, le texte se détricote comme un pull qui aurait un trou. Et ça ne marche pas. Donc, ce qu'il faut vraiment faire, c'est être attentif
que tous les ingrédients et ne fût-ce qu'une toute petite base de vérité. Moyennant quoi, l'amplification est extrêmement libératrice. D'abord parce qu'elle est très ludique, et puis parce qu'en fait, elle permet à de l'intime d'être connecté en direct. Et donc, la première fois que j'ai proposé cette consigne, j'ai obtenu des phrases absolument sauvages. Je viens d'avoir dans une autre école un étudiant qui a eu cette phrase prodigieuse, j'aimerais pouvoir l'avoir écrite. « Mon cœur est si grand que j'y inclus même mes ennemis. » Ils savent parler, nos jeunes. Hein. Alors, regardez une autre qui est déjà magnifique. Écoutez la musique. Déjà tout petit, Hayati relevait tous les défis. Waouh. C'est fabuleux. Une autre, attention. Ma beauté fait pâlir Narcisse, je trouble son reflet dans l'eau. Essayez le matin devant votre miroir. Ma beauté fait pâlir Narcisse, je trouble son reflet dans l'eau. Non mais sincèrement, vous partez là. Je viens de rencontrer des jeunes dans une école parce qu'ils avaient écrit des autolouanges. Je vais vous en lire quelques morceaux qui sont tellement délicieux. Bon, je le retrouverai après. Je le retrouverai tout de suite. Il y a un élève qui a écrit quelque chose du style je suis sans cesse confronté à l'enfer et pourtant je cherche le paradis. Il y a une telle sincérité dans leurs phrases. Je vais rester avec leur texte parce que si je les cite, c'est trop fragile. Une autre élève, Samira, qui dit « Je suis un bijou précieux, je suis Aphrodite, la déesse de l'amour. Ma force et mon pouvoir sont dans ma chevelure abondante. Mon cœur est immense comme le monde entier. Mon regard est profond et détecteur de vérité. » Donc je leur propose, mais sérieusement, d'aller prendre un rouge à lèvres et d'écrire sur le miroir de la salle de bain. La première chose que vous voyez le matin quand vous vous levez, que vous vous mettez en route, c'est « Mon regard est profond et détecteur de vérité ». C'est extraordinaire. Et donc au début, je recevais quelques phrases relativement courtes, puis j'ai compris que en fait, ça ne traduisait que mon relatif malaise par rapport à cette consigne. Je n'avais pas encore complètement goûté le sucre. Et puis, au fur et à mesure que j'en ai écrite avec les élèves, les textes sont densifiés, les textes se sont approfondis. Alors, je vais vous en lire une ou deux. Soy la mejor poeta de la luna. Très important, quand on écrit une autolouange, comme il faut se lâcher, vous l'écrivez dans votre langue maternelle. C'est tellement plus délicieux. Le texte de Digna. Digna était réfugiée, elle avait quitté l'Argentine, elle se réfugiait en Belgique. Et en Argentine, eh bien, elle avait quitté son vieux père, qui avait 40 ans. Mais 40 ans dans les Andes, vous êtes presque au-delà de l'espérance de vie, tant la vie est difficile. Et donc, elle n'avait pas la certitude qu'elle ne le reverrait jamais. Et vous allez voir combien cette faille de précarité va émerger dans son texte. Et donc, vous allez entendre combien cette consigne est immensément loin de l'arrogance. Même quand on dit je fais pâlir Narcisse, je trouble son reflet dans l'eau, il n'y a pas d'arrogance, il n'y a pas de narcissisme du tout là-dedans. Il y a juste le plaisir de jouir de l'émerveillement de la vie. Vous allez le voir chez Digna. Je suis la meilleure poétesse de la lune parce qu'elle illumine les cœurs de tous, parce que la tranquillité et le silence bercent le cœur. Je suis le meilleur qu'il y a sur cette terre. Allez, dites-le. Je suis le meilleur qu'il y a sur cette terre. Fabuleux. Parce que je suis l'horizon et que l'horizon ne se termine jamais. Et si je meurs, je serai un souvenir. Je suis l'amour, je vis d'amour et l'amour ne peut vivre sans moi. Et le monde entier obéit et tombe aux pieds de mon trône. Fabuleux. Tombe aux pieds de mon trône. Et sans penser, je suis dans ton cœur. Je suis le sentiment qui te donne la force. Je suis douce comme le miel, comme l'eau cristalline.
Je suis l'oiseau sans chemin, la tristesse d'un nid vide, le courage qui franchit les obstacles. Je suis la rue et la misère, le mendiant qui pense qu'un meilleur futur se trouve dans sa main tendue pour demander l'aumône, le pain qui ne vient pas à sa bouche, la tristesse et la solitude qui rôdent et qui sont collées à son corps mince, comme l'air qui se respire. Peut-être que je suis la honte, mais je ne me rends pas parce que je suis l'espérance de meilleurs lendemains. C'est prodigieux. Svetlana. Svetlana est du Tadjikistan. Svetlana ne parle pas le français et donc elle a écrit son texte en tadjik et puis elle passait des petits bouts de papier à son voisin et ils essayaient de traduire en collant les mots les uns derrière les autres pour que quand même ça ait du sens en français. Alors ça donne ceci. Je suis éclair, je brille de toute ma beauté. Papillon, je vole à ailes déployées. Je ne me permettrai pas d'échouer sur un banc de sable et de casser mes ailes. Je suis l'héroïne de ma vie, je suis la lumière de la lune. Ma vie est rivière sous les tempêtes, je suis la lumière qui jamais ne s'éteint. Alors, certains enseignants me disent attendez, vous rêvez, quoi, parce que mes élèves ne sont pas les mêmes que les vôtres. Les miens, ils ne connaissent que putain, fait chier, dégage. C'est pas tout à fait le même vocabulaire. Eh bien, figurez-vous que le mien, c'est le vocabulaire commun, c'est comme ça qu'il s'exprime au quotidien. Mais c'est un vocabulaire de consensus, c'est un vocabulaire de convention. On appartient à la génération des ados quand on parle comme ça. Maintenant, dans les textes que vous avez entendus, il n'y a pas de mots difficiles. Aucun. Et donc, ce qui se passe, c'est simplement que cette invitation à l'amplification tombe au pied de mon trône. Waouh! Alors là, tout d'un coup, j'existe, j'aime autant vous le dire, d'accord? Et donc, l'invitation d'y aller fort, d'oser, d'être magnifique et d'y aller à grande voilure, permet que quelque chose de l'ordre de l'intime vienne se dire. Et pour ça, il ne faut pas des mots compliqués. Il faut simplement lâcher. Et en fait, c'est extrêmement interpellant parce que tout d'un coup, l'enseignant se rend compte que chaque enfant dans sa classe est Rimbaud. Rimbaud, c'est pas autre chose que ça. Rimbaud, c'est rien d'autre que la fragilité amplifiée. C'est quelqu'un qui dit je et qui y va à fond, qui lâche les vannes. Et chaque jeune vous manifeste par des textes une telle beauté que il y a Rimbaud à l'intérieur de chacun d'entre nous. On va me dire, oui, mais d'accord, c'est parce que vous êtes en classe, c'est votre charisme. Non, rien à voir, je vous assure. Je veux bien prendre un peu de charisme quand je vous parle comme prof de maths, mais dans l'auto-louange, c'est vraiment la technique et l'amplification. Le fait qu'on se lâche dans quelque chose qui prend toute sa mesure. Bon, je vais vous donner deux textes qui sont deux autres exemples. L'un pris auprès d'un enfant de 9 ans. Alors, voilà ce que ça donne. Et vous allez écouter, c'est merveilleux. Je suis rapide comme la balle de tennis. Je suis habile comme le trapéziste. Quand j'ai envie de dire comme je suis joyeux, je suis comme l'eau qui jaillit de sa source. Je suis heureux comme la flamme qui danse. Je me faufile comme un chat dans les coins. Quand je crie, toutes les cloches de la terre se mettent à sonner. Ma parole est douce comme l'eau fraîche d'une source jaillissante de joie. Signé Amadeo. C'est joli, hein? Et puis à l'inverse, une dame de 70 ans qui n'avait jamais écrit, n'avait jamais pu prendre la plume, jamais parlé sur elle. Je suis la libellule de toutes les couleurs qui dévalent les ballons. Sans peur ni détour, elle se pose et se repose légère, aérienne, ivre d'air et de lumière. Si le froid, le vent, l'inconnu la glace, elle se gèle et se congèle. Je suis la libellule des grands espaces qui aime par-dessus tout danser le ballet infini des libellules. Et donc, vous sentez que chacun a sa musique d'intimité, sa musique du talent, sa musique de vie. Alors, je vais vous proposer de prendre un peu de papier et on va se donner 10 minutes pour écouter vos musiques. Ça ne doit pas être très grand, mais je vous invite sincèrement à goûter la jubilation de l'amplification. Lâchez-vous. Ne faites pas un texte petit. Mandela a une phrase extraordinaire. Mandela dit «
C'est notre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Qui suis-je pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Nous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus. Elle est en chacun de nous, et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. Si nous nous libérons de notre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Bravo. Mandela. Et donc, ce que je vais vous inviter, c'est à vous lâcher, à prendre un bout de papier et à écrire comme ça, sans contrôle. Christiane Singer avait l'habitude de nous rappeler que dans la tradition juive, nous avons deux personnages sur les épaules, Azaël et Shem Shassi. Et ils passent leur journée à dire « Dis donc, ça ne se fait pas, le Coran interdit, tiens-toi bien, donne la belle main, etc. etc. » D'accord? Alors, faites-moi plaisir, vous mettez Azaël et Shem Shassi en congé, il y a du café, des petits biscuits, ils seront très gentiment, on s'occupera d'eux, mais vous ne vous occupez pas d'eux pendant un instant. Donc pendant un instant, vous êtes simplement ce que Borges disait quand il disait à sa fin de sa vie, si j'avais su, j'aurais marché plus dans les flaques. Tiens, voilà, j'ai des stylos. C'est qui veut un stylo? Oui, Oui, j'aurais une question. Par rapport à la consigne que vous donniez aux élèves, c'est pas quelque chose qui me surprend. Là, on a eu un exemple, donc on va faire des choses poétiques. mais si vous permettez, je vais répondre à toutes les questions Ah oui, après, je ne me taille pas du tout. Mais je voudrais qu'on en parle avec le goût en bouche. D'accord? Et donc, Non, que mais c'est chacun... par rapport à la consigne. Alors, la consigne, elle est uniquement un portrait de soi, Oui. d'accord? Pas un portrait véridique, mais une image de soi en beau. Ça va? C'est-à-dire, vous allez à la rencontre de vous-même et vous amplifiez ce qui vient. Et tout à l'heure, vous n'aviez pas c'était cette consigne-là qui avait été donnée aux Oui, mais élèves c'est qui disait ce côté poétique, parce que tout à l'heure, je n'ai pas noté que c'était en beau. En fait, en beau, amplification, je ne peux pas vous garantir que chaque année je dis pareil. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller... Ce que je dis chaque fois aux élèves, c'est que quand on aura écrit ce texte-là et qu'on l'aura proclamé, on va se dire « Waouh, qu'est-ce que j'ai de la chance de rencontrer ce garçon ou cette fille-là ». Ça c'est une griffe dans le disque que je dis chaque année. Ça, c'est à vous de voir. Ça, c'est une technique, c'est par exemple de dire je suis. Ça peut démarrer comme ça. D'accord? Laissez-vous rentrer dans le texte par n'importe quel biais. Par exemple, vous sentez, je sais pas moi, quelqu'un aurait trop chaud, eh bien vous pouvez très bien être le soleil qui fait fondre la banquise, ou bien vous avez un petit peu froid, eh bien vous êtes l'ours polaire adossé à la banquise. Quoi que vous sentez en cet instant, donnez-lui une image et amplifiez l'image.
Comme il s'agit simplement d'une mise en bouche, je vais peut-être vous proposer qu'on ait l'occasion de le partager. Certains d'entre nous vont se sentir très frustrés parce que dès qu'on goûte à ce fil, oh mais qu'est-ce que le voyage est délicieux, et on aura envie de pouvoir le poursuivre. Donc voilà, je leur demande de m'excuser et de savoir que c'est vrai que une fois qu'on a été capté ce fil, il y a parfois le désir de le poursuivre plus loin. Qui aimerait partager? Qui pourrait? Dites-moi. Oui. Je suis un cadeau pour les autres. Mon regard illumine ce que je regarde. Mon cœur s'ouvre au monde et je peux l'accueillir dans mes bras. Mon sourire brille comme un soleil et allège la peine du monde. Mes mains reliées à Dieu créent des merveilles qui soignent ceux qui les regardent ou les touchent. Le silence m'habite pour mieux entendre la musique du monde à laquelle je participe. Ce qui serait intéressant, c'est de demander, si on le faisait dans le cadre d'un atelier, par exemple, je demanderais aux gens de vous rendre quelques-unes de vos phrases. Il y a des images tellement belles dans votre texte qu'on aurait presque envie de les mettre dans la poche pour pouvoir rentrer. Je participe à la musique du monde. Magnifique. Merci. Oui. Je suis partie des mythes qui nous entourent en ce moment. Alors, je suis la Daniel, mythe, je m'excuse, parlez bien fort pour qu'on puisse entendre. je suis la mythe qui sort de la pelote. Le papillon qui sort de la mythe. L'oiseau qui vient du papillon. La musique qui jaillit de l'oiseau. La vibration qui gagne le monde. L'amour qui relie tous les doigts de toutes les mains de toute la terre. Tranquillité paisible. Attends, je dis plus fort parce que comme tu es devant. Oui. Tranquillité paisible, un état d'être, un avènement, un déploiement, la capacité de grandir encore et encore. Quelle victoire! Allez-y, c'est plus au plaisir. Je suis un papillon multicolore, fier de ses couleurs chatoyantes. J'aime tellement la vie que je m'émerveille constamment et jamais ne me pose. Tout m'attire, cette fleur jaune, cette tulipe rouge, et encore cette rose saumon, blanche. Comment pourrais-je choisir? Je sens cette odeur de pêche et deviens abeille pour m'approcher d'elle. La création m'attire en entier. Je peux vous faire une petite proposition. Ce serait de reprendre votre texte avec « Je suis la tulipe ». Pas besoin de choisir. Je suis la tulipe. Mais j'ai pas envie de choisir. Précisément, l'ingrédient de l'auto-louange, c'est d'oser s'approprier. Vous voyez ? J'ai eu un stage comme ça où une dame avait écrit un texte absolument magnifique où elle approchait la nature en disant « Je suis comme Saint François ». Et je lui ai dit « Essayez un peu, je suis Saint François ».
Oui, juste cet ingrédient de l'effraction, juste rentrer dedans. Là maintenant? Non. Madame? Oui. Je suis celle qui épouse le vent, se laisse porter sur ses ailes pour aller à la rencontre des autres, lire leur détresse et leur joie, les partager et en faire des rubans de lumière. C'est fabuleux. Fabuleux. Je suis parleur. Les mots qui jaillissent de ma bouche sont des notes de musique, une symphonie merveilleuse, de milieu d'instruments de musique, qui fascinent les fous qui sont venus m'écouter. Ce sont des diamants ciselés par le meilleur des joyeux. Ils mettent du baume au cœur des âmes blessées, ils enchantent les enfants. Vous vous rendez compte comme le regard de chacun sur chacun change dans cet exercice. Si on avait l'occasion de vivre un temps ensemble, immédiatement on rentre à l'intérieur des coquilles. On n'est plus monsieur, madame, le professeur, non, il y a quelque chose de l'ordre de notre humanité qui est immédiatement présent et qui donne vraiment le goût de la rencontre. On a vraiment envie d'en savoir plus sur cet homme de parole, sur cette femme soleil. C'est extraordinaire. Quelqu'un? Vous voulez finir? Madame me dit oui des yeux et non des mains. Mon regard perce la nuit jusqu'à l'eau. Les larmes roulent en vagues telles la houle qui s'effondre sur la grève baignant de sel et d'eau, les rivages d'un désert torride, avide d'amour éternel. Magnifique. Vous avez entendu combien la sincérité dans cette technique. On fait vraiment le voyage de quelqu'un. C'est pas du tout, comme je vous disais tantôt, que c'était pas de l'arrogance. C'est-à-dire que si à un moment donné on croise une souffrance, une difficulté, elle s'amplifie aussi. Et on peut se retrouver avec un abîme, avec un torrent, avec quelque chose qui prend toute la place. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que si vous l'amplifiez, allez-y à la pompe à vélo, hein, vous l'amplifiez, il y a quelque chose qui vient après et qui nous en libère. Le peintre Soulages a écrit quelque chose de très bon à ce niveau-là. Vous connaissez les œuvres de Soulages. Soulages est ce peintre qui a le premier travaillé noir sur noir ou travaillé au couteau. Et Soulages écrit ceci. Un jour, je peignais. Le noir avait envahi toute la surface de la toile, sans forme, sans contraste, sans transparence. Dans cet extrême, j'ai vu en quelque sorte la négation du noir. Les différences de texture réfléchissaient plus ou moins faiblement la lumière, et du sombre émanait une clarté, une lumière picturale, dont le pouvoir émotionnel particulier animait mon désir de peindre. J'aime que cette couleur violente incite à l'intériorisation. Mon instrument n'était plus le noir, mais cette lumière secrète venue du noir, d'autant plus intense dans ses effets qu'elle émane de la plus grande absence de lumière. Et ceux d'entre nous qui, dans leur texte, ont rencontré quelque chose que d'habitude on associerait au monde de l'ombre ou de la souffrance, dans un premier temps, et surtout si on a à côté de nous la voix d'un thérapeute, on aura envie de freiner, allez-y doucement, etc. Au contraire, la technique très salvatrice de l'auto-louange, allez-y, amplifiez, et faites en sorte que cette souffrance, mais attendez, il faut être Hercule pour y survivre, d'accord ? Et de lui donner toute la place, fait naître la lumière du noir. Et il y a quelque chose qui vient et qui libère. Quelqu'un d'autre? Mon cœur bat pour aimer sans jamais se lasser de battre. Il demande à aimer encore et toujours plus haut et plus grand. Le soleil, son frère, le nourrit sans pâlir, sans faiblir jamais, mais toujours l'encourage. Je vole au secours de l'enfant parce que son cœur qui pleure me fait souffrir 1000 morts, et la paix impeccable du monde serait alors sans guérison en péril. Oui, comme la plus grande richesse est à portée de la main. Il suffit de se lâcher.
have waited to meet. When I shine, it's like my heart will explode, and the fragments that scatter will reflect my happiness elsewhere. I have the laughter you're waiting to hear. I am the arms you're waiting to hold. Wow. Je suis les bras dans lesquels vous avez envie d'être, c'est extraordinaire. Pour ceux qu'on se précipite. Magnifique. Oui, alors, attendez, je voudrais vous lire. Voilà la phrase que disait Flavio. Je suis le vent, la mer, la terre. Je suis tout et je ne suis rien. J'ai convoité l'enfer et pourtant je cherche toujours le paradis. Et puis il y en a une autre que je voudrais vous lire. C'est une professeure de bureautique qui, ayant entendu parler de cette consigne, a proposé à ses élèves, et donc pour l'intégrer dans son cours. C'est bon? Oui. Il y a de la Non, place. non plus, non, pas celle-là, non, faut pas passer par là, attention, confine. Pardon, je suis confuse, j'avais des consignes. Et donc, vous allez voir comme le texte est à la fois immensément fragile, très pauvre et d'une sincérité bouleversante. Je suis comme la rose, je m'ouvre petit à petit, je meurs avec le temps. Je peux faire mal quand on s'y attend le moins, comme les épines d'une rose. Comme la rose, j'ai besoin d'oxygène pour me sentir bien. Je suis comme le dauphin, je veux ma liberté. Comme lui, j'ai besoin qu'on me prenne sous son aile, jusqu'à l'âge mature. Comme lui, j'ai besoin de me trouver dans mon milieu naturel pour vivre. Comme l'ours en peluche, j'aime me sentir serré dans les bras. Comme lui, je suis là quand cela ne va pas et qu'on a besoin de parler. Comme lui, j'aime faire plaisir et faire sourire. Comme lui, je veux être là dans les bons et les mauvais moments. Comme lui, je suis toujours attentive à ce qu'on me dit. Comme une larme, je peux couler. Comme elle, je peux être lâchée à tout moment. Comme elle, je peux être joyeuse. Comme la magie, je disparais et réapparais. Comme elle, je peux faire rire. Comme elle, je peux mettre des doutes dans une vie. Mais dans tout cela, je suis une ado, pleine de vie, même quand la vie ne me sourit pas. Alors, il y a un film qui a été pris, c'était très court. C'était d'ailleurs l'occasion que je puisse rencontrer Daniel et Parel Didier Dumas. C'était pour le Festival Cinéma et Enfance. En fait, au Havre, le Festival Cinéma et Enfance proposait que des jeunes écrivent ce qu'ils appelaient des cartes postales filmées. Et donc un cinéaste donnait pendant quelques minutes une caméra à des jeunes pour qu'ils envoient un message aussi court que Bon baiser de Shanghai. Et puis, on a des problèmes frontaliers, et quand il y a des subventions d'un côté de la frontière, elles ne passent pas nécessairement de l'autre côté. Et donc, ils pouvaient inviter des écoles étrangères, mais ils ne pouvaient pas mettre les cinéastes à leur disposition. Et donc, j'ai dit, mais nous ne sommes pas en train de travailler des cartes postales, on est en train de travailler le Toulouange. Si vous voulez, on viendra présenter notre travail de Toulouange. Et donc, ma place a été invitée au Havre, et on a fait ce petit film de 12 minutes pour proposer, pour montrer un peu ce qui se vit à Toulouse. Alors, j'ai une consigne. Il paraît que nous devons faire grand silence, parce que comme le son vient de l'ordinateur, il n'est pas top. Mais il faut qu'on va s'en sortir. Tendez bien l'oreille. Pour mon éloge, que dois-je vous dire, à part que moi, Nicolas de Vincent, je suis le soleil qui illumine les cœurs des demoiselles, comme le soleil qui illumine notre chaque matin. Nicolas est aussi un homme qui a réussi à se faire remarquer au milieu d'une famille qui compte je ne sais combien de personnes. Bon, alors aujourd'hui, on va écrire une auto-louange. Une auto-louange, c'est un texte sur soi que l'on va lire après, et
L'idée de l'auto-louange, c'est que quand vous allez l'écrire, et puis surtout quand vous allez le lire, ça va vous donner à vous, et surtout à nous qui l'écoutons, le sentiment de « Waouh, qu'est-ce que j'ai de la chance de connaître ce garçon ou cette fille-là ». Nicolas est aussi passionné par la peinture murale et peut se vanter d'être le Picasso de cet art. Nicolas suit aussi des cours d'art plastique et peut encore se vanter qu'il a le don de transformer toute banalité en chef-d'œuvre du monde entier. Je dis que ça m'intéresse pas parce que je sais que j'y arrive pas. Alors, j'ai commencé un peu, mais je me sentais pas apte. On n'arrivera jamais à vous écrire quelque chose, quoi. On comprend rien à ce que vous voulez. Maintenant, sans que vous vous en rendiez compte, Nicolas a réussi à recueillir toute votre attention et voilà donc encore un pouvoir que je possède. Vous êtes tous mes disciples et m'écouterez à jamais. Je vais juste peut-être expliquer une chose, c'est que bon, la première autologe j'ai voulu écrire, franchement je ne sentais vraiment pas bien, puis finalement j'ai réussi à l'écrire après beaucoup d'heures qui sont passées sans rien écrire. Et j'ai écrit, pour moi c'était n'importe quoi ce que j'écrivais. Et puis finalement j'étais très surpris quand on a été chez vous, donc le lire devant tout le monde, il y a tout le monde qui rigolait, je me dis pourquoi ils rigolent, et puis voilà quoi. J'ai rien de plus à dire. J'imagine que je suis le petit canard, que je suis dans toute une cage. Je ne peux pas échapper de mes problèmes. Tous mes problèmes, c'est moi toute seule que j'ai mes problèmes. Mais quand j'écris mon autologe, j'échappe. Je suis comme le canard qui échappe. En écrivant, j'échappe. Je peux sortir par-ci, par-là, en écrivant tout ce que je sens. Pour que les autres puissent me comprendre, j'échappe comme ça. Voilà. Je suis mon propre Dieu. Je n'obéis à aucune règle. Je crée les règles. Je suis aussi courageux que mon père. Je suis le descendant de tous les philosophes. Je suis l'inspiration de tous les artistes. Je suis le prophète du passé et du futur. Je suis l'artiste qui dessina le monde. Je dis que ça m'intéresse pas parce que je sais que j'y arrive pas. Je sais que j'arrive pas même à en parler ou quoi, de parler de moi ou écrire sur moi, j'ai jamais réussi. Je veux dire, j'ai 20 ans, j'ai jamais réussi à faire ça, quoi. Tu viens de commencer. Ouais. Et donc tu commences comme ça en disant je suis l'outre fermé, le coffre-fort qui a perdu la clé, tu vois, celle dont on ne peut plus exprimer les trésors internes ou n'importe quoi, tu vois. Et le simple fait de mettre de l'attention à cette fermeture qui fait que tu ne peux pas parler, ça commence. Ben oui. Tu vois, en fait, c'est accepter un monde un peu, je sais pas, peut-être magique, une magie de l'imaginaire. Ça se joue de toi. Tu comprends? Et accepter qu'on ne doit pas être rationnel tout le temps, on ne doit pas contrôler tout le temps. On peut accepter qu'à un moment donné, ben, ça se passe, même si on croit que ça ne devrait pas se passer. Ouais, c'est pas facile d'accepter ça. Je suis la seule étoile qui éclaire la nuit de l'ignorance. Je suis l'astre qui éclaire le monde de ma bonté. Je suis le soleil du pardon qui combat l'ombre de la colère. Je suis un obstacle contre la noirceur des esprits tourmentés. Je suis le cristal pur qui enferme la lumière céleste. Je suis un coffre plein de souvenirs néfastes que personne ne veut ouvrir. David et Nicolas, ça va? Prêt? Allez, on tombe. Parti. C'est pas toujours facile, hein. Faut le sentir en fait. Ça, c'est pas dire, on sait pas dire maintenant je rentre chez moi et je vais faire une éloge.
disons que la première fois, je suis obligée de passer par là. Tu vois, de dire, on a 1 heure, on écrit une louange. Parce que je sais pas, quand ça vient en général, on peut très bien dans le bus penser à un truc, tac, et c'est là qu'il faut l'écrire, et une fois qu'on rentre, soit on l'oublie, soit ça passe, et une fois qu'on se met sur la feuille, eh ben, on a difficile. Comme un dessin, on va penser à un truc, on va l'oublier, mais dès qu'on va vouloir, on se dit, je veux dessiner, on se met dessus, ça va pas. Et c'est vraiment, ça vient, je sais pas comment l'expliquer, ça vient du fond, en fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On dit de moi l'homme sage. Sans doute, grâce à ma force de caractère et à ma détermination devant les innombrables obstacles de la vie. Je suis comme notre mère à tous et à toutes. Aussi fort, mais si fragile. Oui, je suis comme la mère nature. Aussi redoutable quand elle se met en colère. Aussi doux et sensible à la vue d'une âme en pleurs. Ou d'une personne en détresse. Je me suis rendu compte, j'ai fait, mais c'est pas possible, Gracien, t'as écrit tout ça. Mais quand tu relis, tu te fais, merde, c'est moi qui écris. Je jure, mais après, tu es là, t'es fier de toi, tu vois, je te dis, t'es fier de ce que t'as produit. Mais tu t'étonnes par toi-même, tu vois. Moi, je te dis, il y a des trucs que j'ai écrits, des textes, notamment le dernier louange que j'ai écrit. Je l'ai écrit parce que, pour te dire, hein, c'était juste, comment, 1 demi-heure avant d'aller à la conférence que vous avez organisée. 1 demi-heure avant d'aller à la conférence. Je suis ce que je suis, et rien de plus que ce que je suis. J'aime, je veux, et j'aspire au bonheur de tous et de toutes. Je suis tout, je suis toi, je suis nous, je suis eux, je suis l'amour. Je suis l'humour. Les gens oublient leurs blessures en pensant à moi. Je suis celui qui équilibre le monde pour la bonne partie. Je suis celui qui ferma la boîte de Pandore. Je suis une fenêtre ouverte dans le monde de la curiosité. Je suis un livre plein de magnifiques histoires. Je suis une force de la nature. Et il y a parfois, mes auto-louanges, je les ai écrites toutes les 2 en même pas 10 minutes. À chaque fois, ça vient, en fait, ça vient du cœur. C'est tout qui se lâche. Ça sort, ça sort, ça sort. Ça sort bien ou ça sort mal, et ça sort. Et puis à la fin, quand je relis, même moi, je suis étonnée de ce que j'écris. Parce que je comprends pas directement le sens. Mais moi, ça me permet de me libérer. Puis il y a des choses, ça me fait pleurer après quand je les relis. Et c'est vraiment des choses, parfois, tous mes démons que j'avais au fond de moi, j'arrive à les retrouver et je m'en libère un peu à chaque fois. Parfois, quand on n'a pas des amis, on ne peut pas raconter tout ce qu'on pense, tout ce qu'on sent. C'est mieux écrire sur le papier, même si c'est poubelle ou juste comme ça. Après, on peut respirer mieux. Voilà. Tu viens comme moi, Jean. Donc, Jean est le parrain de toute cette aventure, l'instigateur. Jean a écrit une thèse en linguistique pour présenter en Europe l'auto-louange. Et puis, il a animé un stage. Et moi, ce qui m'a fasciné dans le premier stage auquel j'ai participé avec Jean, c'est qu'à partir de cette consigne dont je vous parlerai, qui est une consigne d'amplification, de permission, c'est de l'intime qu'il s'agit. La personne qui vous dit quelque chose, en toute licence, on peut y aller, c'est plein d'humour, et puis tout compte fait, c'est quelque chose de très profond que la personne vous donne. Et donc, par le stage auquel j'ai eu l'occasion de participer, les premiers, je me suis rendu compte de la beauté de cette consigne de l'auto-éloge. Et donc, je suis revenue en classe et j'ai essayé de la partager avec mes élèves. Alors là, ça intéresse vraiment les gens en Afrique de savoir, de voir, de constater que en Europe, que les Européens entrent dans cet art tellement particulier et qu'ils composent des noms de louanges, des noms de force, comme on les appelle, qui font des devises, etc. Alors ça les remplit de bonheur, parce que là, ils prennent vraiment conscience qu'ils ont quelque chose à donner eux aussi. Parce que jusqu'à présent, on a été habitué à ce que l'Occident donne, que l'Afrique soit toujours en train de recevoir. Et là, on découvre qu'on a des choses autres que les richesses minières,
que l'on peut offrir à l'humanité. Et ça rééquilibre très fort les choses et ça donne beaucoup de force, beaucoup de dignité aussi. Et ça m'encourage d'aller dans ce sens de l'échange réel. Je suis une feuille qui attend qu'on écrive des récits. Je suis les saisons qui changent d'humeur pendant toute l'année. Je suis une idée qui germe dans la tête d'un génie. Je suis mon propre Dieu. Oh. Voilà. Je vais proposer de passer vos questions et d'avoir un moment d'échange. C'est vrai que c'est difficile de prendre la parole après le film. Justement, quand vous faites ça avec vos élèves, vous le faites avec une classe que vous connaissez bien au cours de l'année ou dès le début, quand vous les avez... Ça dépend. Ça dépend. Et je ne sais pas vous dire ça dépend de quoi. Certaines classes, je sens que le démarrage est difficile. Et donc, je prendrai le temps qu'on se présente. Je vous dédie un premier cours, l'échange, les noms, l'origine, etc. Et le deuxième, on rentre dans l'autonomie. Ce que la caméra ne témoigne pas, c'est que j'écris parmi eux. Vous avez vu quand je l'ai proposé tantôt, moi aussi j'ai écrit. Et je crois que c'est vraiment important. Parce qu'il faut tout de suite... D'abord, le premier discours dans une école, c'est toujours est-ce que je vais gagner des points? Est-ce qu'il y a des critères selon lesquels je vais être jugée? Et ce n'est pas du tout à ça qu'on joue. Et donc, si le prof se met à écrire comme les élèves et va lire comme les élèves, on est dans toute autre chose. Donc, ça peut être en début d'année, au moment où on se présente. Ça peut être, parfois, un élève le demande. Je me rappelle d'une élève qui avait eu de très grosses difficultés en famille, et ça s'est compris l'année d'après, puisqu'elle a été mariée de force, elle était marocaine. Ayant de grosses difficultés avec ses parents, elle avait demandé de pouvoir reprendre un peu pied, elle avait demandé qu'on puisse écrire tout le monde. Une autre année, c'était le fabuleux destin d'Amélie Poulain. On a écrit notre fabuleux destin. Et donc, voilà, c'est un peu l'intuition, je crois. Et quand vous dites qu'une élève peut le demander, c'est donc que vous êtes connu pour faire l'autolouange et donc c'était quelque chose de possible ou bien comment? Disons qu'à partir du moment où j'ai rencontré cette consigne, j'ai toujours essayé de l'avoir à un moment donné dans la classe. Il se fait que certaines années, l'école m'a donné la possibilité d'être le professeur de morale ou de religion en même temps que le professeur de mathématiques. Donc là, j'avais un peu plus de disponibilité et dans ce cadre-là, je l'avais pratiqué un peu plus souvent. Puis aussi la réputation, ça court devant nous, évidemment. Et vous le faites plusieurs fois dans l'année avec la même classe Normalement, je ne le fais qu'une fois. Mais vous sentez que je parle de la technique de l'autolouange, je vous parle très peu de l'amplification de cette technique, comme elle est utilisée en Afrique, on peut aller jusqu'à la louange de l'autre. Et j'en parle peu dans un groupe adulte, parce qu'il y a un grand danger à cette technique, qui est le tu qui tue. On va régler les comptes avec ce salaud de père ou de mère ou de grand-père qui nous a fait, et hop, on y va et on sort les patries, etc. Ah, ça fait du beau texte, hein, mais on a écrasé l'enfance à l'intérieur et on n'a rien résolu de la relation. Donc, l'auto-louange, quand elle s'occupe de la louange de l'autre, c'est de prendre le père alcoolique et de le remettre dans sa lumière. Et c'est un trajet extrêmement difficile. Et il faut avoir à l'intérieur de soi la capacité, j'ai le cœur si grand que j'ai compté même mes ennemis, la capacité de voir la lumière dans l'autre qui a pourtant défailli tellement. Tony m'a beaucoup étonné. Tony est celui qui m'a demandé de faire la louange. Eh bien, c'est parce que son père est alcoolique. Et si vous savez ce que c'est qu'un père alcoolique, ça veut dire que depuis qu'il est tout petit, Tony ne sait jamais si en rentrant à la maison, il va être accueilli, tabassé, il va devoir ramasser le vomi de son père, l'amener à l'hôpital. Enfin, tous les cas de figure sont possibles. Et donc, vous êtes dans la honte et la précarité en permanence. Et pour quitter ça, il a essayé d'écrire la louange de son père. Mais c'est quelque chose que la tradition africaine fait d'autant plus facilement que
d'une certaine façon, cette culture s'est à la fois appropriée l'auto-louange et s'en désappropriée. Appropriée parce que maintenant c'est commun, ça se fait dans les villages, etc. Désappropriée parce qu'au départ c'était spontané, c'était la personne elle-même. Il faut savoir qu'en Afrique, il est totalement interdit, prohibé, zéro, schluss, non, d'avoir n'importe quelle parole positive sur soi-même. Ça ne se fait pas. Toute forme d'arrogance ou de narcissisme, même un tout petit peu, ne se fait pas du tout, sauf en deux situations. Quand on va rencontrer le promis ou la promise, alors là, il est recommandé de faire le pan, et quand on se présente pour un travail, il est recommandé de pouvoir dire ce pourquoi on est bon pour le boulot et même d'y aller. Et bien, cette tradition qui le faisait couramment dans ces deux situations-là est en train d'en perdre la fibre populaire, mais par contre, on loue les services d'un griot. Et donc, c'est quelqu'un qui vient faire votre louange. Et ça, c'est encore très, très, très vivant. Donc, c'est un prolongement, c'est quelque chose auquel vous pouvez penser. Moi, j'ai constaté qu'avec les jeunes, ça, ils le demandent beaucoup. Mais il faut une certaine texture relationnelle dans une classe pour vraiment éviter l'écueil de l'assassinat. Et en début d'année, les élèves ne se connaissent pas forcément, mais s'il n'y a pas, est-ce qu'il faut attendre un peu qu'ils se connaissent, qu'ils soient dans une situation de confiance, ou dès le début, comme ça, est-ce que ça dépend vraiment de vous. Est-ce que vous, avec cette classe, vous vous sentez à l'aise d'être sincère? J'écris mon texte et je le lis, je le partage avec eux. Est-ce que je me sens à l'aise maintenant, comme ça? Si votre réponse est oui, la leur sera oui aussi. En fait, j'ai le sentiment que l'enseignant ou celui qui propose l'auto-louange est un peu comme le brise-glace. Il passe devant et il crée un monde possible pour les autres. Et donc le fait que j'écrive parmi eux, je rends quelque chose possible pour eux. Et si je peux le faire sincèrement, eux le font sincèrement. Si je suis mal à l'aise, s'il y a quelque chose qui est tordu, si mon mental s'y met, ça va être de même texture chez eux. Donc il n'y a pas de période dans l'année scolaire où c'est quand on le sent, voilà. Oui. Le phénomène du petit cancre, qui est donc un enfant très malheureux, est-ce qu'il n'a pas l'occasion de faire un peu Sarah Bernard, enfin, est-ce qu'on ne peut pas pervertir cet exercice qui est si bénéfique? Attendez, je revendique d'être Sarah Bernard. Oui, et ce n'est que dans la mesure où moi je vais être Sarah Bernard et où je vais y aller. Regardez, un cinéaste est venu dans ma classe pour filmer. Il faisait une bibliothèque des pédagogies et donc il avait entendu parler du fait que je travaillais plutôt en socioconstructivisme et il était venu pour me filmer dans mes classes en mathématiques. Et puis, ça prend quand même du temps quand on doit filmer un prof et donc ils étaient deux cinéastes et ils se passent le relais. Et la façon qu'il a eu de passer le relais à l'autre était extraordinaire. Il avait juste une phrase dans le corridor et il lui a dit « Tu vas rencontrer un hybride entre Marie Curie et Mary Poppins. » Voilà. Oui, mais attendez. Donc c'est extraordinaire. Donc, celle qui s'adresse à vous est un hybride entre Marie Curie et Mary Poppins. Et ça, c'est pas du Sarah Bernard. Non, mais la question... Non, mais je le fais exprès pour vous montrer que c'est un autre registre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il devient naturel et normal d'être un hybride entre Marie Curie et Mary Poppins, si mes élèves se la dopent un peu, ils ne sont jamais que des enfants en bac à sable. Vous voyez? Et donc, ils peuvent dire je trouble son reflet dans l'eau, je ne fais pas lire Narcisse, c'est dans l'air. Vous voyez? Et donc, on n'est pas du tout... C'est ça qui est extraordinaire avec cette consigne, c'est qu'elle déprogramme le côté égotique du rationnel. J'ai eu ça. J'étais à la foire du livre pour le lancement de mon livre, et un professeur, à mon avis exténué, avait lâché ses fauves dans la foire du livre, question de s'offrir une après-midi de repos. Et donc, voilà toute une classe, des élèves bien éméchés, je vous jure, ils étaient bien prêts à donner un temps dur aux conférenciers. Et donc, ils arrivent, ils s'installent comme ça en clair de lune.
Et puis, dès que j'ouvre la bouche, ils applaudissent. J'ouvre la bouche, ils applaudissent. J'ouvre la bouche, ils applaudissent. Ben, j'ai renversé la machine, évidemment. J'ai fait comme eux. Et donc, je leur ai posé une question. Et je prends une fille à partir. Je lui dis, tiens, et toi, si tu devais te décrire en beau, tu ferais quoi? Regarde les copains un peu timides. Et elle ose dire, je suis belle. C'était vrai. Je suis belle. Je dis, mais t'as rien compris. Mais t'es Aphrodite, t'es Vénus, t'es Claudia Schiffer, allez, vas-y. Et là, ils étaient pris à leur propre piège, je chahutais plus qu'eux. Vous voyez? Et voilà, c'est ça l'idée, on ne fait pas dans le petit. Et donc l'idée un peu saugrenue qu'on allait tirer à la patte, non, vas-y. Vous organisez des formations pour les profs? Oui, oui, oui. Oui, oui. J'ai d'ailleurs tout un programme ici que vous pouvez prendre à loisir pour des enseignants, mais aussi pour monsieur et madame tout le monde. Je suis très touchée de voir combien cette technique prend son relief dans des milieux différents. Par exemple, j'ai une amie qui travaille en out placement et elle avait lu le texte sur out placement, ça veut dire les gens qui perdent leur boulot. Les entreprises sont obligées de leur payer X séances avec quelqu'un qui les aide à rédiger un curriculum vitae et à leur remettre les remettre dans le droit fil de l'emploi. Et elle avait une entreprise qui, ayant fait faillite, avait licencié tout son personnel, dont une équipe de femmes de ménage. Alors, quand tu as 20-30 ans et que tu te présentes comme femme de ménage assez aguichante, tu trouves de l'emploi. Mais quand tu en as 50, dont 30 au service de la même entreprise, tu n'es plus tout à fait un canon de beauté qui peut te permettre de dire « j'ai juste un balai pour trouver un boulot ». Tu vois, c'est plus difficile. Et donc, ces femmes trouvaient terriblement difficile, illettrées, ne sachant pas très bien comment se présenter, trouvaient très difficile de devoir rechercher du boulot. Et donc, c'était très lourd comme séance. Puis, elle avait entendu parler de l'auto-Laurent. Elle dit, mais je sais, je vais faire ça avec elle. Elle était mais vraiment super prête. Elle ouvre la porte. Elle avait juste oublié que ces femmes ne savent pas lire et pas écrire. Et donc, à l'instant, elle s'est dit, gloups, écrire une auto-louange, ça va être un peu difficile. Et donc, elle a immédiatement transformé la consigne et elle leur a dit, je suis une star. Et là, ces femmes ont pris le balai à la jolie à l'idée et elles ont été défendre, je suis une star. Tu vois. Mais ça booste tellement, pas que l'enseignement des mathématiques, aussi le fait d'avoir un autre regard sur soi. Je connais quelqu'un qui travaille en entreprise et qui m'a dit que chaque fois qu'il a un contrat difficile dans une entreprise, il commence par écrire son autolouange. Parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose d'autre, comme une vanne intérieure qui s'ouvre et qui lui donne exactement la couleur de la créativité dont il a besoin pour l'entreprise. Et donc, il ne vient pas avec son autolouange dans l'entreprise. Je ne dis pas dans mon CV que je suis un hybride entre Marie. Je ne mets pas ça dans le CV. Mais n'empêche que de le savoir sur mon miroir dans la salle de bain, ça fait le petit peps qui fait qu'il y a quelque chose qui se met plus en place quand on se présente pour un boulot. Donc, puisque c'est fait une fois donc, avec les élèves, est-ce que les élèves, après, le font régulièrement, personnellement? Ça dépend. Le disent, ça dépend. Qu'est-ce qu'il en est? Parce qu'une fois, on peut se dire, bon, on se fait plaisir, c'est sympathique, ça se fait en septembre ou octobre, et puis après, on n'en parle plus, on en parle. Ah non, non, non. Attends, mais ça fait une différence énorme. Gratien, l'étudiant africain que vous avez vu dans le film, m'a dit, avant cet exercice, je croyais que l'école était faite pour me remplir. Après, j'ai su que j'avais quelque chose à l'intérieur et je vais me battre pour le réaliser. Donc, c'est pas un petit truc qu'on fait comme ça une fois. Et donc, Mauricio, celui qui a dit « tous mes problèmes, c'est moi, je suis comme un petit canard », Mauricio, lui, le pratiquait comme une douche matinale. Il le fait très, très régulièrement. Selon, il y en a qui le pratiquent après, personnellement, pour trouver ça leur faisait beaucoup de bien, et d'autres n'en parlaient plus. Certains parmi les jeunes ont besoin d'être ensemble. Et donc, je revois certaines de mes anciennes étudiantes qui vont les uns chez les autres et qui le font de temps en temps ensemble. Et après une séance d'auto-louange, est-ce qu'il y a un échange? Est-ce que oui. les élèves parlent les uns avec les autres? Mais c'est très très important aussi dans le collectif. Le regard du collectif change. Quand Gratien a l'occasion de dire « je suis le Pelé de la nouvelle ère, le Zinedine Zidane », etc., il va fort, quoi. Mais ça veut dire qu'il installe dans le collectif un regard de « moi je suis le caïd du football ». Et donc le fait que le texte soit proclamé et puis que les autres aient l'occasion de réagir au texte de chacun est très très important. Il faut donc le
Le fait de le dire à haute voix, ça ne suffit pas de l'écrire. Ah non, 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 non. L'auto-louange, ça se proclame. D'ailleurs, ceux d'entre vous qui l'ont lu, vous avez senti ce que ça fait. C'est-à-dire, il y a le fait de l'écrire, c'est déjà pas mal, il y a un petit côté ludique, mais au moment où on le dit, on accouche de soi-même dans le collectif. C'est autre chose. L'élève qui faisait tous les matins, il disait à sa famille tous les matins. Oh, ça c'est... Je veux dire, moi je le fais dans le cadre du cours, d'accord ça, si vous le faites tous les matins, vous pouvez ouvrir la fenêtre et le dire au monde entier. Est-ce que vous l'avez essayé pour les conflits, en cas de conflit? Parce que moi je suis enseignante en maternelle ou en CP. Lorsqu'il y a un conflit, je demandais à celui qui était très en colère de dire ce qu'il aimait en lui-même. Ça faisait baisser sa colère complètement. Après, je lui proposais de dire ce qu'il aimait dans l'autre. Et puis, après, c'était les embrassades. Il n'y avait plus de conflit. Mais ils n'ont pas l'habitude. Est-ce que vous l'avez expérimenté en cas de conflit là? Non, moi j'ai déjà eu des classes qui étaient devenues tellement ascolaires parce qu'il y avait des conflits entre les jeunes que dans ce cadre. Mais je me garde de répondre à votre question parce que j'aurais peur d'en faire un outil. Ce n'est pas un outil thérapeutique, c'est immensément thérapeutique, mais je ne vous l'ai pas dit. Ce n'est pas un conflit de gestion de conflit, mais ça gère les conflits, je ne vous l'ai pas dit. Oui, je veux dire, la difficulté, c'est que si vous arrivez avec un bon professionnel qui a le super outil thérapeutique, vous avez tel symptôme, madame, il faut administrer une auto-louange, la mort, quoi, ça ne peut pas marcher. Il faut que ça garde cette sorte d'effraction, de gratuité, de côté ludique, on est tous dedans et on s'y met. Et tant que ça garde cette enveloppe un peu africaine, cette enveloppe de santé ludique, c'est génial. Mais si on l'aseptise et qu'on en fait un bon outil dans une farde professionnelle, ça risque pas de marcher. Ça dit, vous avez entièrement raison, ça marche. Ils ont une telle mauvaise image d'eux-mêmes, les élèves, c'est incroyable. Il n'y a pas de côté pervers, ça. C'est-à-dire, je suis Dieu, je suis... Mais c'est vrai. Oui, non, mais je veux dire, chez certaines personnes, ça pourrait pas. Vous savez ce qu'il y a des extrémistes, donc je sais pas, est-ce que ça peut pas... Je sais pas, je pose la question. Est-ce que vous avez déjà... Par exemple, vous savez qu'il y a certains mystiques musulmans qui se sont fait tuer pour avoir dit « je suis Dieu ». D'accord ? Et donc, le regard extérieur peut se sentir « mais qu'est-ce que c'est que cette arrogance ?» D'ailleurs, vous l'entendez dans l'auto-louange de Xavier. Mais le fait de le prononcer dans ce cadre-là, c'est presque comme si j'ose dire qu'il y a du divin en moi. Et je constate que je suis allumée de divinité. Oui, c'est un tout autre trajet. Et donc, bien sûr qu'au départ, ça démarre avec « wow, je vais vous dire ». Tomber au pied de mon trône, d'accord ? Mais celui qui le proclame, même s'il le dit... D'ailleurs, votre réaction était spontanée. Quand Vincent dit et vous êtes tous mes disciples et m'écouterez à jamais. Tout le monde a éclaté de rire, vous compris. Ça va ? Voilà. Et ça, je vous jure, ça garantit que vous ne serez pas ses disciples à jamais. Hein. Donc, le côté ludique de l'amplification guérit tous ces mots. Dans le film, il y a un des jeunes qui explique que c'est pas possible parce que quand ça vient, c'est pas le moment. Est-ce que lui a réussi? Oui, bien sûr. Oui, tous. Mais ce qui est intéressant, c'est comment il compare avec le dessin aussi, ou avec les mathématiques, en disant c'est pas parce qu'on le décide. En fait, ce qu'il est en train de vous dire, si on met un vocabulaire un peu plus complexe dessus, on dirait c'est pas l'intellect qui peut contrôler la production. Et donc, si vous vous dites maintenant, je vais me forcer à être intelligente pour écrire une auto-louange, ma fille a eu un devoir comme ça où elle devait écrire un portrait à la Rimbaud, mais le professeur avait demandé qu'il y ait autant de nomatopées, autant d'oxymores, autant de ceci. Et la pauvre, elle séchait en disant « Maman, c'est un oxymore, ça ?» Maman, attendez, stop, quoi. Alors je lui ai dit « Écoute, tu sais ce qu'on va faire ? On met tout ça de côté, on va flasher, on va écrire ton portrait en style d'auto-louange, mais alors, vas-y, pop, glorieusement. Elle a eu TB, elle ne sait pas ce que c'est qu'un oxymore, elle ne sait pas ce que c'est qu'une onomatopée, elle ne les a pas comptés. Oui, et elle a eu un excellent travail. Pourquoi ?
parce que chez Rimbaud, c'est cette fibre-là. C'est la fibre de... Ça nous paraît de l'audace, mais c'est pas de l'audace. C'est purement l'abandon enfantin à une fontaine jaillissante. Non, je voulais dire ce que tu me racontes, ça fait penser, ici, il y a eu un chercheur, un physicien qui s'appelait Louis Mourier, et qui racontait comment trouvent les chercheurs. Et il disait exactement comme le jeune, c'est pas en étant à ma table que j'ai trouvé, c'est en descendant du bus, c'est en me baladant, hein, ça a toujours été comme ça, hein, vraiment, d'un seul coup. Hein, et Einstein avec ses muscles, Et justement, à ce propos, si vous donnez ça comme ça du temps de dans une classe, il y en a combien qui y arrivent à la séance que vous proposez, puisqu'on ne peut pas le faire comme ça Mais vous l'avez vu ici, tout le monde? Non. Moi, j'ai pas pu. Je ne peux pas à la demande, moi. J'étais comme le jeune garçon. On me demande d'un coup comme ça. Non, parce qu'il y a un côté. Il faut être dans des conditions. Je ne peux pas à la demande faire sortir, jaillir comme ça. Il faut que moi, j'en ai envie. Voilà, c'est ça. Sans comment, je ne peux pas. Dans mes classes, vous en avez toujours l'un ou l'autre qui vont être comme vous, mais seulement les ados, ils sont plus... Ils bougeotent quand même. Et donc, ce qu'ils viennent souvent faire, quelqu'un comme vous, 20 ans de moins, viendrait derrière moi, poufferait de rire en lisant ce que j'ai écrit, irait voir chez le copain, trouverait ça marrant, écrirait une phrase, la ferait circuler entre les copains, la phrase serait maladroite. Je suis le Pelé de la nouvelle ère. Vous n'allez pas dire que c'est une phrase brillante quand même. Voilà. Mais il l'a fait passer chez les copains ont rigolé, donc il s'est dit que c'était bon. Et puis ça commence comme ça. Mais 1 heure, c'est long quand même. Ici, vous avez 10 minutes. Oui, c'est ça. Hein? Et donc, dans le cadre d'une heure... Il y a des personnes, il leur faut plus de temps pour s'y mettre. Oui, et puis si quelqu'un... Vous avez vu Noémie me disait avec rage, je ne sais pas écrire, j'ai jamais pu écrire sur moi, c'est pas maintenant que ça va commencer, etc. Bon, ben, je vais à la rencontre de sa rage, c'est déjà un ingrédient d'autolouange. Donc, sincèrement, dans le cadre d'une heure, d'une façon ou d'une autre, ça va? Mais ça démarre avec l'ingrédient qu'est la personne à l'instant présent. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans la frustration de ne pas savoir écrire, je l'invite à écrire qu'elle ne sait pas écrire. Voilà, c'est ça. Avec amplification. Oui, ici je l'ai laissé, on prenait un temps très très court, mais vous l'avez vu avec Noémie. Est-ce que c'est rond? On a pu être remercié. Oui,